Oui, je suis née littéralement, on va dire, dans les fourneaux. J'ai toujours eu ce visage, on va dire, culinaire. Petite, j'ai eu cette fibre-là, gagner de l'argent. Et moi, je sais que j'ai toujours prié pour que Dieu m'en donne beaucoup plus que ce que j'ai aujourd'hui, d'être vraiment bien pour que je puisse redonner, faire beaucoup plus que ce que je fais aujourd'hui. Quand on enlève le Guinness, même avant le Guinness, c'est déjà quelque chose que je fais. J'ai l'habitude, un rituel chaque année en fin d'année, de faire une maraude. Je cuisine et je vais dans un camp de réfugiés, je distribue de la nourriture. Donc ça, c'est mon petit truc que je fais, que je partage pas forcément, et j'ai des amis qui m'accompagnent. Donc finalement, je me rappelle, il pleuvait en plus et on s'est retrouvés 2 femmes aller dans un camp réfugié et partager de la nourriture. J'aime bien les challenges, j'aime me défier. Hello tout le monde, moi c'est Chef Akpene, participante au marathon culinaire Guinness Record, et aujourd'hui je suis dans l'entrevue. Aujourd'hui, nous allons recevoir une invitée spéciale parce que elle essaie d'entrer son nom dans l'histoire. Elle essaie de rentrer dans le Guinness des records. Sa passion, c'est la cuisine. Son challenge, c'est le Guinness des records. Elle a décidé de porter haut le flambeau et d'être le porte-étendard du drapeau togolais à l'international, en rentrant dans l'histoire, en préparant le plus longtemps possible afin de valoriser la cuisine togolaise. Nous allons recevoir aujourd'hui Chef Akpene. Salut filles. Comment Bonjour, tu vas? bonjour. C'est marrant parce que d'habitude, c'est moi qui dis bonjour. Ouais. On fait les choses à l'envers. Je crois que tu es prête en fait. Je pense, ouais. Déjà, C'est ça. bien prête et tout. Ça va. J'ai des tas de questions en fait. Ah ouais. Comment est-ce qu'on rentre dans un concours tel que le Guinness des records? Comment on rentre dans un tel concours? On a des compétences, on envoie une candidature. D'abord, ok. D'abord au comité Guinness Record, donc qui étudie votre demande et la valide ou pas. Ok. Après combien de temps? Normalement, le délai normal de validation, c'est au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois. 3 mois d'études. Mais ça peut prendre du temps, comme ça a été le cas pour moi. Et ça peut être refusé aussi, comme ça a été le cas pour certains. Par exemple, pour Zeynab Bansé, elle disait qu'elle avait fait une première fois la demande, ça a été rejeté, mais elle a persévéré, et la seconde fois, ça a été accepté. Donc bon, c'est tout un protocole quand même. C'est pas juste fait comme ça. Voilà. Ça a mis combien de temps pour toi? Ça a mis 8 mois. 8 mois? Oui, ça a mis 8 mois. J'ai envoyé mon dossier en février 2024, après avoir vu Hilda Bachil faire, parce que faut dire ce qui est, c'est elle qui m'a inspirée, c'est elle qu'on a vue après le record de 2019. C'est elle qui a ensuite relevé le défi en 2024. Non, pardon, en 2023. Et donc en 2024, février 2024, je me suis décidée à dire pourquoi pas. Je me sens capable de relever ce défi-là. Déjà pour un challenge personnel, c'était important pour moi. Et donc j'ai envoyé ma demande, et bon, les mois sont passés, ou du moins les jours sont passés, les semaines, puis des mois. Et en octobre 2024, j'ai finalement eu l'accord, mon petit mail de congratulations. Comment tu t'es sentie dès que tu as reçu en fait Je me suis sentie bien. Je me rappelle que j'étais au travail. Et j'ai été prise un peu de panique ou de surprise, parce qu'à un moment donné, j'attendais un peu trop. Et j'en avais fait part à un ami à moi de mon anxiété, en me disant « Oh là là, est-ce que ça va être vraiment accepté ?» Donc peut-être que finalement ça a été rejeté, mais ils prennent juste du temps pour me dire que ça n'a pas été accepté. Et il fait partie des amis qui sont toujours là à me donner le petit coup de boost. Non, mais t'inquiète, ça va le faire et tout. De toute façon, j'ai confiance en toi, ça va le faire et tout. Oui, mais c'est pas moi, c'est eux qui ont validé. Et donc, bon, petit coucou à Prince, il va se reconnaître. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et donc, je crois qu'on en a même parlé quelques jours après notre discussion, j'ai eu le petit mail. Et franchement, c'était... j'avais même pas reçu la notification. Comme par hasard, j'ai pas eu le pop-up de mail que tu reçois généralement et tout. Oui. Là, je partais consulter mes mails, et attends, je vois un mail de Guinée. Oh là là, attends, je lis. Et au travail, j'étais contente. J'ai été prise de panique sur le coup, mais après, bon, j'ai pris un petit souffle. Et puis voilà, je savais pas quoi faire parce que j'étais au travail. Et bon,
pour moi, c'était un projet en cours et je voulais pas en parler. Et donc, du coup, je l'ai gardé un peu pour moi, mais sur le coup, j'étais très excitée et contente en même temps. Il y avait beaucoup d'émotions là. Et du coup, qu'est-ce que tu as préparé? Tu t'es dit, bon, faut que je contacte des organisateurs, faut que je contacte des sponsors. Qu'est-ce que tu t'es dit en premier pour t'organiser? Déjà, après le retour, j'ai quand même pris un petit peu de temps, je vais pas dire beaucoup, quelques jours quand même pour apprécier, pour réfléchir, parce que après la validation, effectivement, il y a une organisation derrière. Je me suis rapprochée de grandes personnes, de tontons qui sont dans le domaine événementiel, enfin qui ont l'habitude, des amis aussi, et je suis reconnaissante pour ces amis-là, parce que ce genre de projet, par moment, tu peux être vite découragé par des personnes qui ne croient pas en ce que tu as envie de faire, ou qui n'ont peut-être pas la vision que toi. Donc, des fois, c'est nécessaire d'avoir des personnes, même si elles n'ont pas cette vision-là, juste se dire que, bon, tu as quelque chose peut-être que tu tiens, je t'encourage à le faire. Et donc, j'en ai parlé à quelques rares personnes, parce que bon, moi, je suis de nature, quand j'ai quelque chose en cours, je suis tendancieuse à ne pas trop en parler. J'aime bien avancer seule. Bon, des fois, c'est pas bon. Et donc, parmi ces amis-là, j'ai approché un certain Lewis. Ouais, un certain Lewis qui fait partie des personnes qui m'ont donné des contacts. Voilà, peut-être que telle personne dans la communication pourra t'apporter une certaine aide. Peut-être telle personne envoie un message à telle personne. Et donc, du coup, de fil en aiguille, telle personne, tu rencontres telle personne, cette personne, elle te dit, ah bah tiens, j'ai peut-être telle personne. Et de fil en aiguille, l'organisation a commencé à prendre vie. Mais c'était pas facile. Enfin, du moins, c'est pas facile, parce que je suis encore dans l'organisation. C'est pas simple, mais on avance. Donc, du coup, tu es rentrée à Lomé? Exact. Je suis rentrée à Lomé parce que je suis pas sur le terrain. Et je veux organiser un événement pour moi qui se passe sur le territoire. Même si je suis déjà rentrée quelques fois avant, mais là, c'est pas pareil. C'est pas pour les vacances, c'est vraiment pour du travail, on va dire, pour le coup. Donc, je suis rentrée. J'ai été rencontrer des gens, enfin des grandes personnes quand même, parce que c'est important de connaître un peu de prendre comment je vais dire ça, de prendre la température, de savoir où on met les pieds, poser les bonnes questions, comment faire. Et donc, je suis rentrée. Et la première entrée, c'était pas si simple que ça, mais ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'expérience. Voilà. Dis-nous un peu, tu as grandi comment? J'ai grandi à Lomé. D'accord. Je suis née ici. Ok. Ouais, je suis née à Lomé. J'ai grandi jusqu'à mes 17 ans. Donc, je crois que je suis partie ici. Une semaine après, j'ai fêté mes 18 ans à Paris. J'ai rejoint la famille aussi pour les études. Et donc, j'ai grandi ici. J'ai fait maternelle, école primaire jusqu'au collège. J'ai quitté ici, je crois, à la seconde. Ouais, voilà. Et tout, donc j'ai poursuivi mes études là-bas. Donc, je suis née ici, j'ai grandi ici. J'ai grandi une première partie avec ma grand-mère, qui elle-même est traiteur. Voilà. Okay. Donc, je suis née dans le domaine culinaire. Donc, c'est elle qui t'a donné le goût de la cuisine, oui, en fait? Indépendamment de ma grand-mère. Disons que le quartier même dans lequel je suis née, ma grand-mère, elle avait son restaurant sur place. C'était pas loin de la banque centrale. Comment ça s'appelle? La CEDEAO et BTCIT, c'est la zone, zone bancaire là. Ok. On n'est pas loin. Zongomé, je ne sais pas si tu connais, dans le quartier musulman. Oui, oui. Donc je suis vraiment née là-bas. J'ai grandi là-bas. Et ma grand-mère s'appelle Rose, donc Rosaline. Mamie Rose, elle a son restaurant et c'est chez Mamie Rose quand la mosquée sort ou les gens sortent du travail, c'est là-bas qu'on va manger. Moi-même, le matin avant d'aller à l'école, je prenais mon petit déjeuner à la locale. Chez Mamie Rose. Chez Mamie Rose, à la locale avant de partir. Et j'adorais manger ce qu'elle cuisinait. Bon, je ne sais pas si c'est parce que c'est ma grand-mère ou pas, mais c'est la famille. Et donc oui, je suis née littéralement, on va dire, dans les fourneaux. Et dans ce quartier-là, comme je disais, il y a des femmes, indépendamment de ma grand-mère, j'avais une autre tata qui vendait du VI. Elle avait son petit stand de VI aussi. Donc, en fait, j'ai toujours eu, ce visage, on va dire, culinaire.
je sais pas si c'est le bon terme de dire visage, mais en tout cas, je suis née dans cet univers-là. Et les femmes qui m'ont élevée, après être quittée chez ma grand-mère, les femmes qui m'ont éduquée, qui m'ont élevée, m'ont inculqué aussi cette culture culinaire-là. Après, tu me diras, c'est chaque foyer au Togo, il y a cette petite culture culinaire. Dans chaque famille que tu vas aller au Togo, chaque ménage togolais, t'as toujours une tata ou une sœur qui sait très bien faire à manger. Clairement. Tu vois, voilà. Donc j'ai grandi avec des femmes qui savent faire niveau culinaire quand il y a des fêtes, des grandes fêtes. Souvent, moi, je me rappelle, et c'est une période que je kiffais parce que c'était les moments de fête, rassembler les gens chez nous à la maison. Donc il y avait du monde, on cuisinait, donc tu voyais ce qui se passait. Donc littéralement c'est ça. Donc c'est un peu comme ça que j'ai grandi. Et ensuite, j'ai entendu dire que Mamie Rose, elle était très vertueuse, elle avait une facilité à donner. Oui. Ma grand-mère, c'était une très, très grande philanthrope. Si tu allais chez elle pour acheter ton petit repas à manger, que tu n'avais peut-être pas les fonds, c'est le genre de femme qui va te dire, bon, bah, c'est pas grave, tu peux repasser demain me payer, ou si tu ne paies pas, bon, bah, elle va pas t'embêter, quoi. Ouais, c'est ça, Mamie Rose. Est-ce que tu penses que tu as hérité un peu de cette attitude, de cette grâce, si on peut le dire? Ouais, j'ai hérité de ça. Moi, redonner, c'est quelque chose qui me fait vibrer, que ce soit par la nourriture ou même donner de manière, de manière propre. C'est quelque chose qui me fait vibrer. Ça fait partie des choses qui me donnent du sens. Voilà. Et je pense que oui, c'est quelque chose que j'ai hérité de ma mère et de certaines femmes. Du coup, c'est elle qui nous a élevés un peu, donc j'ai pris ça des femmes de ma famille, on va dire, et le côté entrepreneurial aussi. Je me rappelle, ça c'est une petite anecdote pour toi parce que tout le monde ne le sait pas, ou peut-être je sais pas. Bon bref, moi depuis toute petite j'ai eu cette fibre-là pour gagner de l'argent. Donc très, très tôt, je me rappelle au collège, je prenais de la poudre de pain de singe, donc à Langba, comme on l'appelle. Oui. À Langba avec soit la version juste avec du sucre en poudre ou la version lactée avec du lait en poudre. Je faisais mes petits sachets, que je vendais ça en cours. J'avais pas le droit, mais je le faisais parce que j'avais ma petite monnaie en poche et je sais que je pouvais, sur le chemin, aller dans mon supermarché prendre mes petits gâteaux. Et le fait de revenir à l'école pour en donner après, parce que moi, j'adorais faire ça. Je mange, mais le fait de me dire j'ai quelque chose en poche et que tu me demandes, je peux t'en donner, ça me fait du bien. J'aime. Aujourd'hui, tu t'apprêtes à nourrir quand même quand même des millions de personnes, si on peut dire, en fait, à travers un concours Alors, des millions, peut-être pas. Alors, si tout le peuple togolais sort, c'est tant mieux, parce que c'est aussi l'objectif derrière, que le peuple sorte. Ça sera d'ailleurs dans une période festive. Donc, l'idée, c'est de voir tout le monde sortir. Donc, des millions, je n'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que l'objectif, c'est de nourrir un maximum avec les moyens que j'aurai. C'est de nourrir le maximum. Donc, le public qui sera sur place. Une partie ira à un orphelinat avec laquelle je travaille. Où ça a matché tout de suite, les énergies ont matché tout de suite. Et des personnes dans le besoin. Ton côté philanthrope est vraiment très poussé dans ce concours, mais je pense que en fait, tu l'as en toi depuis, c'est ça? Oui, en fait, je le fais pas parce que c'est le Guinness où je veux montrer quelque chose. Moi, je suis vraiment... quand j'ai commencé, ça a été vraiment ça. Et moi, je sais que j'ai toujours prié pour que Dieu m'en donne beaucoup plus que ce que j'ai aujourd'hui, d'être vraiment bien pour que je puisse redonner, faire beaucoup plus que ce que je fais aujourd'hui. Quand on enlève le Guinness, même avant le Guinness, c'est déjà quelque chose que je fais. J'ai l'habitude, un rituel chaque année en fin d'année, de faire une maraude. Je cuisine et je vais dans un camp de réfugiés, je distribue de la nourriture. Donc ça, c'est mon petit truc que je fais, que je partage pas forcément. Et j'ai des amis qui m'accompagnent. Bon, le dernier, c'était ma meilleure amie qui m'avait accompagnée parce que j'ai pas pu, rassembler du monde avec moi. Donc finalement, je me rappelle, il pleuvait en plus et on s'est retrouvés 2 femmes aller dans un camp réfugié et partager de la nourriture.
pour une quarantaine de personnes. Dans quel pays? En France, à Paris. On l'a fait à Paris. Et puis, elle était malade, la pauvre. Elle voulait m'aider. Coucou, Élise. J'ai vu que tu étais athlète dans une autre vie, c'est ça? Pas dans une autre vie, parce que ça fait partie de moi. Comme on va dire, je suis née dans la cuisine. L'athlétisme, on peut dire, j'ai grandi avec, je suis née aussi avec. C'est un don, on peut dire, parce que au collège, je me rappelle, on m'a même envoyé un message la dernière fois, oui, en 5e. Je me rappelle, tu courais trop vite, je ne vais même pas courir avec toi. Et c'était le fait que je faisais. J'étais celle qui courait pieds nus et j'allais très, très vite. Et tu as pris une médaille? J'ai pris une médaille régionale. Au Togo? Au Togo, ouais. Et après, médaille de bronze à Paris. Enfin, C'était, départementale à Paris. C'était dans quel type de concours? C'est du 100 mètres plat. Ma discipline de prédilection, c'est le 100 mètres plat. Donc, je cours très vite sur le 100 mètres plat. Et mon coach, le club dans lequel j'étais à Paris, le CAL, mon coach a vu mon potentiel sur le 100 mètres et donc il s'est dit, tiens, toi, tu peux faire quelque chose sur le 200. Donc, il m'a placé sur le 100 et le 200. Donc, pendant les interclubs, je faisais le 100 et le 200 mètres, un peu de saut à longueur aussi. Mais ici, au Togo, comment tu as célébré cela? Tu étais en quelle classe déjà quand tu faisais ça? De mémoire, je crois que c'était ma seconde quand j'ai eu cette médaille-là, parce que c'était la même année, c'était en 2011 et c'était la même année où je partais. Tu étais en classe de seconde? J'étais en classe de seconde et je me rappelle, moi, je m'entraînais beaucoup avec l'équipe de foot. J'ai fait le collège protestant d'Agbalépé-Dogan. Donc, j'aime bien m'entraîner avec l'équipe de foot. Masculine? Masculine. Bon, j'avais un petit côté garçon manqué quand j'étais petite. Mais j'aime ça. Après, bon, ils ont... perso, c'est mon avis. Il y a ce petit côté discipline quand tu t'entraînes avec une équipe de foot et tout, parce que bon, quand ça vient, ça s'entraîne. Ils savent où ils vont et puis direct. Et moi, j'aimais bien aller faire mes petits échauffements et tout à côté du terrain, voir à peu près ce qu'ils font. Et puis voilà. Donc, ça t'arrive de participer tout le temps à des challenges et ça, ta vie, c'est beaucoup plus destiné sur les challenges. Tu adores ça? Je sais pas. Alors, je peux pas dire. Je sais pas si c'est juste de dire si j'adore, mais peut-être que mon éducation ou ce que j'ai vu, si je peux dire mon business model entre guillemets personnel. J'exagère en parlant comme ça, mais peut-être que mon entourage a fait que je me suis peut-être formatée comme ça, sur le côté challenge, l'envie de toujours vouloir faire plus. Je suis une éternelle insatisfaite, je suis jamais satisfaite de ce que je fais, je suis très dure avec moi-même. Donc même si je fais un truc, tu me dis que c'est bien, bon, je dis ok. Peut-être pour moi, dans ma tête, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Et donc, j'ai toujours évolué comme ça. Donc, j'aime bien les challenges. J'aime me défier. J'aime pas rester sur de l'à peu près ou avoir la sensation que c'est déjà tout acquis ou que j'ai mon confort parce que je peux m'arrêter juste. Tu veux pousser les limites, c'est ça? Voilà, j'ai un boulot à côté, donc je peux quand même me dire que bon bah c'est un boulot qui me permet de payer, de vivre au minimum. Je peux me reposer là-dessus, mais ça, à un moment donné, ça a commencé ça me suffisait plus, donc je voulais quand même avoir quelque chose à côté. Donc le meilleur moyen pour moi, c'était de renouer avec la cuisine et vraiment me dire que bon bah je veux vraiment le faire. Et on verra plus tard vraiment accentuer vraiment, ou du moins m'accentuer dans ce domaine-là. Voilà. Justement, j'ai lu que tu étais comptable, c'est ça? Comment ça se fait mais comment ça se fait d'avoir... En fait, je pense quand même que c'est le jour et la nuit, en fait, être athlète et être comptable, en fait. Même le rythme de vie est très différent, tu vois ce que je veux dire? Oui, bon, alors après, être comptable et athlète, parce que finalement, l'athlétisme ou le sport, ça... toi et fille, t'as ton studio, donc tu peux avoir ton activité sportive à côté. Donc bon, finalement, c'est pas... Mais après, c'est pas la même chose, parce que dans le sens où être comptable, ça te pousse quand même à être assis un long moment. Oui, ou enfin, pas que si tu... Si, parce que j'allais dévier là, mais si, le métier en soi, t'es derrière ton écran, tu travailles, sauf si t'es expert comptable, bon bah peut-être que tu vas devoir aller chez ton client pour faire de l'expertise comptable, ou tu restes dans ton cabinet, mais dans tous les cas, c'est un métier plutôt administratif, donc effectivement, t'es derrière ton écran constamment et t'es assis quasi constamment. Et donc, du coup, le sport, ça tombe bien. Parce que
quand tu finis ça, tu te dégourdis un peu les jambes. Mais t'es vraiment dans les extrêmes, chef Akpené, dans le sens où t'es comptable. C'est quand même fou parce que tu as les deux types de cerveau, quoi. Tu as à la fois l'hémisphère droit et l'hémisphère nord qui marchent très bien. Attention, ça peut fatiguer. Hein. J'en ai fait les frais parce qu'à un moment donné, je pense que quand je vais pas dire quand tu es sur tous les fronts parce que c'est pas le bon terme. Je suis comptable, j'ai fait des études en immobilier, donc je travaille dans ce secteur-là. J'ai toujours une passion qui m'a toujours animée, qui a été la cuisine, donc j'ai voulu me relancer aussi dedans. Et c'est des choix de vie. L'athlétisme, j'ai grandi avec, ça a toujours été... j'ai pas commencé à 15 ans ou on va dire à 20 ans. C'est vraiment depuis l'enfance que j'ai commencé. Donc pour moi, en fait, la question, elle se pose même plus. Et donc, à un moment donné, quand tu grandis, du coup, la vie elle change. T'es plus un enfant, t'as ta réalité de vie d'adulte. Et donc, toutes ces énergies-là ou toutes ces facultés, peut-être qu'on a des fois, ou du moins la tendance à vouloir faire plusieurs choses, ou la capacité à faire plusieurs choses en même temps. Multipotentiel. Si c'est le terme, ok. Oula, attention, parce que ce terme-là, ça peut être à double tranchant. Je crois que multipotentiel, ça plaît pas à tout le monde. Ah oui? Des fois, on peut dire que si tu es multipotentiel, c'est parce que tu sais pas où tu vas ou tu es perdu. Donc, bon, ça dépend pour qui. Mais par moment, la multipotentialité, c'est que tu as vraiment du potentiel ou que tu excelles dans tes domaines, entre guillemets. Donc, si c'est de la multipotentialité, on peut l'appeler comme ça, mais moi, je dis juste que j'ai des talents et j'essaie de les exploiter au maximum. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut fatiguer. Moi, j'essaie de rester lucide et de dire ma réalité. C'est pas tout le temps facile. Je vais pas dire que, allez, je suis comptable, je suis traiteur événementiel. J'ai mon activité sportive à côté. Et donc, du coup, allez, c'est la joie tous les jours. Non, j'ai mes réalités. Des fois, tu peux te sentir fatigué parce que malgré tout, jusqu'à maintenant, et c'est le Guinness qui a fait que je commence à avoir, on va dire, peut-être une équipe autour de moi. Mais j'ai géré jusqu'à maintenant quasiment seule. Et à un moment donné, on peut se sentir fatigué. En fait, ce que je retiens tout à l'heure, c'est que tu as dit deux trucs qui m'ont marqué. Tu es comptable dans le milieu immobilier, c'est ça? Mm-hmm. Donc, il y a une niche, en fait, dans le milieu immobilier qui te permet d'être comptable spécialisé, en fait, dans ce domaine-là, c'est ça? Je travaille juste pour une SCPI, c'est une société de placement immobilier. Et donc, La Pierre Papier? La Pierre Papier. Bon, on ne va pas embrouiller les téléspectateurs. Mais tu peux expliquer rapidement, c'est quoi la Pierre Papier, hein, alors, pour vraiment poser les mots, on va dire une SCPI, c'est une société dans laquelle tu vas, toi, EFI, tu sais pas, tu as 2000 €, tu sais pas ce que tu veux en faire et tu dis, tiens, l'immobilier, c'est un bon domaine lucratif, je peux investir pour avoir un retour sur investissement. Donc, tu vas venir, moi, dans ma société, tu vas placer tes 2000 €. Bon, je vais te rediriger vers les personnes compétentes parce que je suis comptable, mais je vais pas te dire, tiens, je vais pas vraiment bien t'analyser sur quel placement tu seras rentable. Donc, on va t'envoyer vers l'équipe, le service compétent pour te guider. Et tes 2000 € là, ils vont te dire, si tu le places là, tu vas avoir peut-être 3 ou entre 3 et 5% de rendement sur ton placement. Et donc, nous, nos placements, c'est tout ce qui est bureau, hôtel ou locaux commerciaux. Du coup, la deuxième chose qui m'a marqué, c'est quand tu as dit que tu as un service traiteur, c'est ça? Tu as un service traiteur aussi en plus? Oui, j'ai un service traiteur, tout à fait. Tu fais combien de choses à la fois? Ça s'appelle comment? Nodapé. Okay. Ça veut dire cuisine en mina, du coup. Et je cherchais un... C'est un 9 to 5, quoi. Un side business. Oui, c'est un side business. Et je ne vais pas peut-être trop rentrer dans les détails, mais l'objectif, c'est que sur du long terme, ça ne devienne pas du side business, mais que du business full-time. Et c'est aussi le pourquoi, en partie du Guinness, on va rester dans le culinaire. C'est aussi l'une des raisons du Guinness Record. Au-delà du challenge personnel, parce qu'on ne va pas se mentir, quand tu fais ce genre de challenge, ce genre de projet, forcément, ça va t'exposer. À un moment donné, mon entreprise, elle va être le nom va ressortir à un moment donné, parce que là, je compétis en mon nom propre. J'ai pas mis mon entreprise, j'ai pas candidaté avec mon entreprise.
Mais voilà quoi. À un moment donné, il y a une certaine visibilité quand même pour ton entreprise, parce que c'est l'entreprise, c'est moi. Voilà. Clairement. Donc l'objectif aussi derrière, c'est ça. Donc, Et aussi pour les sponsors qui devront t'accompagner, il y a une visibilité pratiquement globale. Aussi, ça fait une bonne visibilité aussi, même pour ceux qui t'accompagneront, en fait, pour les sponsors qui devront être derrière toi, on a vu un peu. Hein. Oui, alors, c'est sûr que ça va créer de la visibilité aussi. C'est forcément du win-win pour le sponsor et pour moi aussi. Mais il faut aller beaucoup plus au-delà que de la visibilité. Il y a des entreprises aujourd'hui, ils n'ont pas besoin de moi, ma visibilité ou de la visibilité de Guinness Records. Moi, je suis assez lucide, tu vois. Et moi, mon job aujourd'hui, c'est d'approcher certaines entreprises justement qui n'ont pas besoin que de ça, de leur dire que il y a peut-être autre chose à faire, tout en restant dans l'esprit gagnant-gagnant et pouvoir bénéficier de leur aide, on va dire, ou de leur sponsorship, si je puis dire. Et donc, ça peut partir des plans sur mesure, des plans type RSE, créer des ateliers de cuisine professionnelle pour intéresser ou sensibiliser en fait, les salariés d'une entreprise, par exemple, à la cuisine togolaise ou même à la cuisine de manière générale, parce que au-delà de la cuisine togolaise, c'est pas tout le monde qui... peut-être que les filles, tu vas me dire que tu sais pas cuire un œuf. Tu vois. Donc, l'idée derrière, c'est ça, ou de travailler sur des plans, des stratégies qui mettent en avant l'entrepreneuriat, pas que féminin, parce que au moment du Guinness, il y aura pas que moi, Péné, en tant que femme, qui va cuisiner. Il y aura aussi des équipes qui vont me suivre. Tout ce qui va être captation d'images, la communication, et c'est aussi de l'entrepreneuriat, c'est des entreprises qui vont venir, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Donc l'idée aussi, c'est d'essayer de travailler de manière globale. Moi, mon objectif, en fait, c'est vraiment d'impacter d'une certaine manière. Ce Guinness-là, je veux pas que ça s'arrête juste à Chef Péné l'a cuisiné, elle a distribué au public présent et des orphelinats, et ça s'arrête là. Non. Donc, du coup, c'est quoi ta mission principale ? Je vais dire l'une de mes missions plutôt, parce que si je m'étale trop, le podcast, il va durer. Mais l'une des missions aussi, c'est que lors de ce marathon, c'est de former, c'est de solliciter des corps compétents qui viendront sur place et former des jeunes qui sont intéressés par la cuisine. Parce qu'aujourd'hui, au Togo, la cuisine, elle s'arrête vraiment type foyer. Écoute, je fais cette petite pause rapidement pour te parler de Smart Talk. Si comme moi, tu passes tes journées à répondre aux messages sur WhatsApp pour faire avancer ton entreprise et ceci te ralentit dans ton travail, alors Smart Talk est fait pour toi. Imagine, tu donnes accès à ton WhatsApp à un assistant professionnel qui répond à ta place. Et ça, c'est exactement ce que Smart Talk fait. Pendant que tu bosses, un assistant formé par toi-même gère tes messages comme si c'était toi. Donc, tu gagnes plus de temps et tu as moins de stress. Va tout de suite sur smarttalk.chat et essaie-le dès maintenant. D'ailleurs, tu as droit aux 100 premiers messages gratuits. Tu m'en diras des nouvelles et félicitations pour ta nouvelle assistante. Mais l'une des missions aussi, c'est que lors de ce marathon, c'est de former, c'est de solliciter des corps compétents qui viendront sur place et former des jeunes qui sont intéressés par la cuisine. Parce qu'aujourd'hui, au Togo, la cuisine, elle s'arrête vraiment type foyer. Parce que nos mamans ou les jeunes sœurs ou même nos petits frères ne connaissent que ça. Et rare, il y en a qui font aujourd'hui des écoles ou des formations de cuisine, mais cette culture-là, elle n'est pas assez développée ou assez ancrée dans la culture togolaise. Donc moi, mon idée aujourd'hui, c'est que grâce à ou du moins par le biais de mon Guinness Record, c'est d'inciter et d'ouvrir l'esprit justement à la jeunesse togolaise que grâce à la cuisine, on peut aussi trouver un autre moyen de réaliser ses rêves. Donc tu veux dire qu'il y aura des masterclass durant le concours, c'est ça ? Oui, masterclass ou atelier formateur. Oui, un atelier formateur. Très original ça. Atelier formateur de cuisine. Donc l'idée c'est de travailler autour de ça, de vraiment mettre en place. Donc si il y a des corps compétents qui écoutent ce podcast, si vous tombez dessus, c'est un appel que je fais parce qu'on a besoin de mains qui pourront. Parce que moi je serai derrière les fourneaux, le peu que je sais, je ne pourrais peut-être pas transmettre ça. Donc on a vraiment besoin de personnes compétentes vraiment
qui viennent former les jeunes, sensibiliser, ne serait-ce que sur l'hygiène et la sécurité alimentaire. C'est un poids très important aussi, donc ne serait-ce que pour ça aussi. Donc voilà, c'est un peu l'un des objectifs, ou du moins l'un des positionnements. Voilà. Qu'est-ce que tu ferais plus tard si tu gagnes ce concours et tu as le plus haut record de temps passé à cuisiner? Bon, déjà, je pense que je vais me reposer un peu. Oui. Parce que ça va de soi. Je pense que je vais me reposer un bon moment, bon sommeil, bon massage. Et après, l'idée, c'est d'essayer d'enchaîner derrière. Et je vais peut-être pas tout te dire ici. On se voit à partir de fin janvier. Ah oui? Ouais, fin janvier 2026, du coup. Parce que bon, le concours, il commencera le 18 décembre. Donc bon, là, actuellement, c'est 10 jours à battre, ou peut-être 12. Donc l'idée, c'est d'aller au-delà de ça. Donc je serai obligée, même si je veux battre un record, c'est d'aller au-delà de 10-12 jours. Donc oui, après ça, on prendra le temps de vraiment réfléchir. Je sais peut-être déjà où je vais, mais bon, je vais pas quand même tout sortir ici. Quelles sont les choses les plus marrantes déjà qui ont existé à travers le Guinness des records, surtout dans le domaine de la cuisine, par exemple? Ah tiens, anecdote. Le chef Alan Fisher, qui passait juste après Hilda Bassi, ça, je suis sûre que vous ne savez pas, il a eu des hallucinations. Quoi? Il a fait des hallucinations. Durant le concours ou bien? Non, durant le concours, parce qu'il était fatigué. Et du coup, c'est là où on se rend compte vraiment de la portée de l'événement. Au-delà du fait de cuisiner non-stop, ça demande de l'endurance, ça demande du mental. Oui, ça peut arriver que la fatigue te rende hallucinant. Oui, si. C'est important de voir un psy? Je pense. Après, je ne sais pas si toutes les personnes qui ont compéti jusqu'à maintenant ont vu des psys, mais moi, je pense que c'est important parce que la charge mentale que ça déploie, le stress que ça peut donner au niveau de l'organisation, et du coup, je vais parler un peu pour moi, parce que je suis quelqu'un, quand je fais mes choses, j'aime bien que ça fonctionne et tout ça, et des fois, quand ça ne va pas vite, ça peut agacer. Et donc, du coup, ça crée du stress. Et ce stress-là, c'est soit tu sais le gérer, soit tu sais pas le gérer et ça te bouffe. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là où peut-être une aide professionnelle est nécessaire. Voilà. Beaucoup prennent des coachs sportifs, en fait? Moi, de tout ce que j'ai suivi jusqu'à maintenant, je crois que c'était la chef Zéna Bansé elle était suivie par un coach sportif. Donc, beaucoup, je ne sais pas, mais je sais qu'il y en a qui prennent, qui se suivent sportivement. Moi, je fais déjà mon sport à mon échelle. Ça fait partie de ma manière de fonctionner. Mais c'est sûr que je vais devoir me faire recadrer, entre guillemets, vraiment spécifiquement par rapport à ce concours-là. Parce qu'il y a des membres ou du moins des parties du corps qui vont être beaucoup plus déployées que d'autres. C'est pas que je ne peux pas le faire, mais vaut mieux en fait aller rapidement. Je préfère aller vite et prendre quelqu'un. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui va m'entraîner. Qui fait le suivi, bientôt. Etc. Ouais. Et en plein concours, est-ce qu'il y a des interdits que le Guinness des records met en place, des choses qu'il faut pas faire? Oui, il y a des choses qu'il faut pas faire. Normalement, déjà le basique, c'est vraiment que tu cuisines constamment. C'est-à-dire que tu dois être en action non-stop. C'est-à-dire que sur ton plan de travail ou du moins ton feu de cuisson, je cherchais mon mot, il faut qu'il y ait au moins 3 casseroles. Au moins 3 casseroles? Au moins 3 casseroles qui doivent cuire quelque chose. Au moins 3? Au même moment? Au même moment, et que toi, tu sois en mouvement au même moment. Donc, tu peux te dégourdir les jambes assez rapidement, mais c'est rapide. C'est-à-dire que tu ne vas pas cuisiner au bout de 10 minutes et 5 minutes, tu t'assois. Voilà, tu es disqualifié. Et j'ai entendu dire qu'il faut 5 minutes de pause chaque heure, c'est ça? 5 minutes de pause par heure, mais si par choix, tu peux cumuler. C'est-à-dire qu'au bout de 24 heures, j'ai 2 heures de pause et j'en fais ce que je veux. D'accord, ok. Et vous avez le temps de vous laver, de faire d'autres choses? Tes 2 heures-là te servent à faire tout ça. À faire dormir, tout ça. Te restaurer, ou
là, c'est un concours culinaire. Donc, à un moment donné, dans la cuisine, tu vas forcément grignoter, goûter ce que tu cuisines. Donc, bon, la question, elle se pose pas sur ce niveau-là. Mais avec tes 2 heures, t'es censé dormir, te reposer, te faire masser ou te faire suivre médicalement. C'est impressionnant quand même de voir que pour moi, c'est quelque chose de surhumain, en fait, ce que vous réalisez dans ce Guinness de record. De toute façon, beaucoup de Guinness de record, en fait, on les rache. Assez surhumain, tu vois ce que je veux dire. Dis-toi que, comment dire, il y a, 1 an ou 2, c'était juste 3 jours. Ou du moins, quand ça a commencé, c'était 24 heures. On pensait que c'était fou. 3 heures, c'est fou. Là, on est quand même à 10 heures. Donc, on a un homme parmi toute la panoplie de champions. C'est juste le chef Alan Fisher qui est l'homme qui a battu le record. Donc, on est quand même une belle brochette de femmes, on va dire. Je parlais récemment par rapport au Guinness des records avec quelqu'un et je lui expliquais justement que c'est pas le plus difficile, en fait, de dépasser celui qui avait le record précédent. Pour moi, le plus difficile, c'est d'avoir le record actuel. C'est assez paradoxal, hein. Mais je t'explique. Celui qui a fait, par exemple, 3 heures de record, par exemple, aurait forcément, si cette personne avait été la première personne, aurait peut-être eu, en fait, l'étape la plus difficile, c'est de faire quelque chose, en fait, que l'humain croyait impossible de faire. Tu vois ce que je veux dire? Que le cerveau humain croyait impossible de faire. Une fois que ça a été fait, celui qui a eu 4 heures de record pour pouvoir le dépasser aurait juste été en train de challenger le précédent record, en fait. C'est un peu ça le principe un peu des records. C'est-à-dire qu'il y en a un qui bat le record et toi, ton objectif derrière, c'est de faire plus que la personne qui est passée avant toi. C'est de faire beaucoup plus que cette personne-là. Donc oui, du coup, c'est le principe même des records. Et donc du coup, tu as un côté où tu te challenges. C'est là où le terme challenge revient souvent. C'est un challenge personnel avant tout. Tu veux cuisiner pendant combien de temps, toi? Comme je te dis, en fait, la particularité de Guinness Record, même si moi je te dis aujourd'hui que je veux cuisiner pendant 7 heures, là, dans 2 jours, on peut entendre que dans un autre pays, quelqu'un a battu le record sur 10 jours. Donc ça n'a même plus d'importance si je te dis je veux battre 10 jours ou 7 jours. Là, je te disais pour peindre un peu le cadre, mais ça va très vite. Ça commence à aller très vite avec le Guinness Record. Donc, bon, si je te dis 7 jours là aujourd'hui, moi, mon objectif, je disais 12 jours il y a quelques mois parce que ça avait un aspect symbolique et biblique, le côté, le chiffre 12, pardon. Oui. Mais là, aujourd'hui, c'est plus très, très valide parce que ça peut être 13 ou comme 15. Et je pense que c'est parti pour 15 jours, en tout cas. 40 jours et 40 nuits aussi, c'est biblique. Hein. Ouais, ça peut être pas mal. Et ça, il faut que Dieu me donne la force. C'est pas impossible. Hein. Mais comme je te le disais, en fait, hein, le cerveau humain est limité à ce qu'il a déjà vu. C'est ça, moi, c'est pas impossible. Tant que tu te formates un tout petit peu et que tu te dis, bon, écoute, il y a eu ça, je me sens à minima capable. En fait, pour moi, l'essentiel, c'est quand même de croire en soi et de croire en ce qu'on veut faire. Si tu te lèves et tu le fais parce qu'il faut le faire, bah, t'es déjà mal barré. J'ai entendu dire aussi que celle qui avait participé au Nigeria, elle a eu des moments de faiblesse, c'est ça? Oui, anecdote. Alors, si elle est vraie, c'est bien. Rappelle le nom déjà? Hilda Bassi. Voilà. Moi, en tout cas, de ce que je sais, de l'anecdote que j'ai, c'est qu'à un moment donné, je crois que c'est au bout de 24 ou 48 heures, parce qu'elle a fait 3 jours de record, elle voulait abandonner. Et c'était sa maman qui est partie la voir en cuisine avec un t-shirt floqué de sa grand-mère. En fait, le fait d'avoir vu ça l'a reboosté. Ça a dû, et de ce que j'ai lu, ça lui a redonné. C'est comme si, en fait, toutes les femmes de sa lignée sont venues la porter. Et moi, je trouve ça beau et je trouve ça fort. C'est symbolique. Tu vois? Donc, n'hésitez pas, hein, si vous voulez venir avec des t-shirts. De Mamie Rose? Merci, s'il vous plaît. Non, mais tu rigoles, mais j'ai un amour particulier avec ma grand-mère. On a une relation très particulière, ma grand-mère. C'est quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur. Et t'as beaucoup élevé, c'est ça? Oui, c'est. Moi, Mamie Rose, c'était un peu mon safe place. C'est-à-dire que toi, Effie, je vais te voir dans la rue, je vais t'embêter. Je vais courir me cacher près de Mamie Rose. Si tu viens, ma petite fille, elle t'a jamais embêté. C'était ça, ma relation avec Mamie Rose. Un peu. J'étais un peu son. Ça protégeait. Ouais, ça protégeait. Et aujourd'hui, dis-moi, la majorité des personnes qui participent au Guinness des records spécialisées dans le milieu de la cuisine,
Qu'est-ce qui fait qu'il y a des doutes sur la sortie des résultats? Quels sont les problèmes récurrents qu'il y a dans ce domaine actuel? Non, après, il faut savoir. Parce qu'on a vu un peu ce qui s'est passé avec Zainab. Hein. Oui, alors, je sais pas s'il faut vraiment qu'on rentre dans le détail de Zainab parce que c'est passé. Aujourd'hui, on n'a pas l'issue de sa deuxième participation. Mais moi, déjà, je salue le fait qu'elle l'ait fait 2 fois de suite. C'est incroyable. Partir sur un certain nombre et tu te dis non, j'ai pas réussi, je veux refaire. Ça demande un mental de fou malade. Et donc, je sais pas si c'est nécessaire de rentrer dans ce détail-là, mais il y a un comité qui valide. Comment ça s'est passé, ou du moins ton concours, il y a un comité qui le valide. Maintenant, si le comité, en fonction de ses exigences ou de ses disponibilités dans l'analyse des dossiers, si ça prend du temps, toi, tu es obligé d'attendre. Et donc, erreur ou pas, je sais pas. Donc, je pense que c'est plutôt une question d'organisation du comité de validation auprès de Guinness. Quels sont les plats qu'on aura durant le concours? Alors, moi, le thème, là, du coup, tu vas l'avoir un peu en exclusivité. Le thème autour de mon Guinness, c'est héritage togolais, héritage africain ou héritage d'Afrique. Mon idée, héritage togolais, du coup, c'est vraiment de parcourir les 5 régions du Togo. On a, par exemple, la région, diverses régions, la région maritime et tout. Donc, c'est de faire des plats qu'on consomme déjà, qu'on connaît à la capitale, et aller aussi sur des plats qu'on ne consomme pas habituellement. Par exemple, comme le touk. Le touk, tu bois pas tous les jours du touk, Effie, tu connais pas, tu vois. La dernière fois que j'en ai bu, d'ailleurs, c'était au FESMA. Ah bah, tu vois. Tu vois, et même moi, je l'ai vu, et d'ailleurs, j'ai même pas eu l'occasion d'en boire, parce que j'étais au four et au moulin, c'est l'occasion de le dire. On peut dire ça comme ça, mais non, c'est juste parce que je pense que j'ai pas été assez vite pour en prendre. Et c'est tout, mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de ressortir des mets qu'on n'a pas forcément l'habitude de consommer, parce que le Guinness, ça va se faire à la capitale, du coup. Et il n'y a pas que la capitale au Togo, il y a plusieurs régions, plusieurs communes. Et donc, mon idée, c'est vraiment de faire tout autour des 5 régions du Togo. Et donc, c'est d'où ça a un sens pour moi, le fait de valoriser la gastronomie togolaise. C'est pas que Aïmolou, c'est notre emblème, je le sais, mais voilà, il n'y a pas que Aïmolou au Togo. En fait, tu y tiens énormément, en fait, à ce qu'on comprenne qu'au Togo, il y a une multitude, en fait, de plats. En fait, moi, je trouve ça très, très dommage, parce qu'on a quand même un pays où, si tu es sans gluten, tu peux quand même manger tous les jours, sans vraiment te lasser. Tu peux manger sans viande, tu peux manger avec viande. En fait, on a une cuisine assez riche, avec un aliment ou un produit, on peut avoir vraiment beaucoup de choses. Et je trouve dommage qu'aujourd'hui, le Togo vient un peu en ligne je vais pas dire en ligne de mire, parce que c'est du coup, vient en bas de l'échelle. Souvent, quand on parle des gastronomies africaines, le Sénégal, tout de suite, tu sais c'est quoi. La Côte d'Ivoire, tu sais c'est quoi. Le Mali aussi. Mais le Togo, à chaque fois quand tu dis, on va te dire, mais c'est quoi Akoumé, c'est fait avec quoi? Adémé, c'est quoi? Je connais pas. Tu vois, c'est dommage. Oui. Et c'est vraiment un objectif. Et j'espère vraiment y arriver. Et ça, pour que ça se fasse, c'est que pendant ce Guinness Record, que le peuple togolais sorte, que les jeunes sortent, que ce soit relayé, qu'on partage l'info, et que à chaque fois quand tu ouvres ton Instagram ou ton TikTok, pendant le Guinness de Chef Akpené, c'est ah bah tiens, le Tchoukoutou, il y a un petit descriptif et tout, tu sais ce que c'est. Tu vois, si tu ne connais pas du tout le Togo, au moins grâce à ça, tu sais ce que c'est. Alors, 17 ans, tu arrives en France. Oui. Ça se passe comment? Ça se passe comment? Je veux dire, ça se passe plutôt bien, parce que je rejoignais la famille. C'est pas comme si j'arrivais sur un terrain inconnu. Après, le climat, t'as ton petit choc, puisque j'étais arrivée un peu presque au printemps. Oui, et ça commençait déjà à faire un tout petit peu froid. Donc le choc thermique, je l'ai ressenti tout de suite. Bien sûr. Et, mais au-delà de ça, tu t'es retrouvé, le travail, l'école. C'était surtout le job étudiant est venu après. Mais c'était l'école. Et j'ai vu tout de suite la différence entre nos écoles ici
Et là-bas, pas le côté éducatif, je parle plutôt des élèves. Nous, ici, en cours, tu suis le cours, tu te tais, tu suis les cours. C'est pas pareil. Ah oui. Oui. Et non, mais ça, c'est juste pour faire une parenthèse. Au-delà de ça, j'ai fait quand même une bonne intégration. Je me suis vite fait des amis. Et aujourd'hui, même l'une de mes meilleures potes, ma meilleure amie, elle fait partie de mon cursus scolaire en allant là-bas. Je suis arrivée là-bas en première, donc j'ai eu mon bac. Et ensuite, fallait continuer en études supérieures, pardon. Et donc, moi, j'ai fait 2 ans avec un cursus normal. Donc un bac +2 normal, et après j'ai voulu rentrer dans le vif du sujet, donc j'ai voulu faire une alternance, donc il fallait chercher du travail et c'était pas facile. Je me rappelle ma première alternance, je l'ai trouvée vraiment à la dernière minute, c'est-à-dire que on est vendredi aujourd'hui, c'était ma deadline et j'ai trouvé mon entreprise le jour même. Ok. Sinon c'était fini, j'avais pas d'école. C'était un coup de chance alors. Coup de chance ou la grâce de Dieu. Moi, j'aime bien croire que j'ai la grâce de Dieu avec moi. Parce que des coups comme ça, puisque c'est une amie non, même pas, une camarade de classe à l'époque, qui faisait partie de la même licence que moi, qui est partie louer un appartement. Et en louant l'appartement, il discutait en fait avec la gérante de l'agence qui lui dit « Ah tiens, on cherche un alternant ou une alternante. » Elle dit « Ah !» J'étais le camarade qui cherche toujours son alternance, il n'a toujours pas trouvé. Elle a envoyé mon CV et ça s'est fait... comme ça. Ah, mais c'est bien. Franchement, je pense que je pourrais pas dire que tes étoiles sont alignées, mais tu t'es battu quand même pour avoir ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, comme je t'ai dit, je pense peut-être que les femmes avec lesquelles j'ai grandi, c'est peut-être le modèle que j'ai peut-être vu aussi. Et j'ai toujours cette nature battante. Moi, j'aime pas baisser les bras assez rapidement. J'aime bien épuiser toutes mes ressources. Moi, je me rappelle, pour mon alternance, ma mère, elle était inquiète. Oui, elle m'a dit, t'as toujours pas trouvé? J'ai dit non. Mais c'était limite un peu, c'est pas grave, tu feras autre chose peut-être, ou tu trouveras autre chose. Mais moi, dans ma tête, j'avais la conviction que j'allais trouver, et c'est le côté où je baisse pas les bras. Je baisse pas les bras, j'ai un côté, j'aime bien ce mot-là, la résilience. Résilience. Ouais. Je pense que c'est un mot qui me représente. Qu'est-ce que tu trouves de plus magnifique dans la résilience, toi? C'est la force de constamment rebondir, de jamais se laisser abattre. C'est toujours rebondir. Est-ce que tu penses que tu symbolises plus ce mot-là à travers tes attitudes, tes actions que tu mets en place? Oui, parce que personnellement, il y a eu des moments où sur des projets, ou même le projet culinaire, j'aurais pu me dire... j'arrête et tout. Parce qu'à un moment donné, comme je te disais tout à l'heure, tu te sens fatigué à un moment donné. Mais tu as un objectif, tu as une vision, tu as envie de te voir à un certain endroit à un moment. Donc tu te dis, est-ce que tu voulais vraiment faire ça ou c'est juste tu t'es levé pour le faire? Donc tu te reposes les bonnes questions et tu te relèves et tu te dis, ça va aller, ça va le faire. Quels sont les moments? Ou même tout simplement même pour le Guinness. Mais actuellement, où est-ce que tu vois mieux en fait la zone où tu veux organiser ton Guinness des Records? Dans le Grand Lomé? Peut-être dans la zone plage. Oui? Ouais, ça peut. Tu veux changer un peu des standards et tout ça, c'est ça? Oui. Parce que j'aime bien... C'est en décembre, c'est ça? C'est en décembre. 2025, oui. Ouais, tout à fait. C'est cette année. Ne viens pas en 2026. Il n'y aura personne. D'accord, c'est noté. OK. Mais oui, ça sera en décembre 2025. Et ouais, moi, je vois bien la zone plage. Je ne sais pas exactement où encore, mais moi, je trouve que ça peut être bien. Pour le côté festif, ça peut être bien. Donc, il y aura des artistes qui viendront chanter, il y aura de l'animation, mais il y aura aussi des formations, c'est ça, en résumé? Oui, il y aura de l'animation, ça c'est sûr. Alors, pour les artistes, j'espère que nos artistes sortiront, tout simplement, parce que c'est un événement togolais. Mais ce qui est sûr, il y aura de l'animation tout au long de la quinzaine, si c'est une quinzaine du coup, tout au long de la quinzaine, histoire de vraiment rester dans cet esprit fête. Voilà. Quelles sont les valeurs que tu apprécies le plus chez quelqu'un? Moi, ce que je regarde d'abord chez une personne, c'est l'énergie que la personne, elle me renvoie.
Je peux te rencontrer, même, comment dire, on va dire, sur un événement ou dans un groupe d'amis. Moi, ce qui va m'attirer en premier lieu, c'est ton énergie. Est-ce que tu dégages vis-à-vis de moi? Si ça ne matche pas, je ne force pas. Ou du moins, il y aura forcément pas de... je vais pas dire d'interaction, mais ça ira pas plus loin que ça, quoi. Et donc, du coup, même dans mon côté travail, où je suis amenée à travailler avec les gens, je fais beaucoup attention à ça. Et quand j'en viens à parler boulot avec toi, du coup, et que je ne ressens pas l'énergie, même si tu dois me donner de l'argent, je préfère refuser que de bosser. Parce que j'ai l'intime conviction que dès le départ, quand ça foire, ou du moins quand les énergies ne matchent pas, ça se ressent forcément après. Ah, ça? Ça se ressent forcément après, tant dans ton travail, ou même de ce que toi, tu vas rendre à la personne, ou comment la personne va apprécier, toi, ton travail, après derrière aussi. Oui. Ça joue. Et au-delà de ça, oui, je fais beaucoup attention au respect. Le respect, la loyauté. Et mon troisième mot, j'ai oublié. Et l'honnêteté, voilà, l'honnêteté. Je fais attention à l'énergie, au respect et à l'honnêteté chez une personne. Et à la loyauté, du coup. À la loyauté, bah oui, ça va de pair, et à la loyauté, exact. Si. Est-ce qu'à part la cuisine, il y a d'autres disciplines qui t'ont marqué dans le Guinness des records? Oui, oh là là, le Guinness des records, si tu fais un petit tour sur le site, t'en as pas mal des records. Moi, il y en a un, c'était le record du plus long ongle. Je sais plus. Ah oui, j'ai vu les passer. Ongles, ouais, les Bien ongles sûr, les oui. plus longs. Oh, qu'est-ce que c'est moche. Qu'est-ce que c'est moche. Mais ça fait partie des choses improbables dans un record. Alors, quel est ton rituel le matin quand tu te réveilles? Mon rituel le matin, c'est assez simple. Avant de sortir de ma chambre, c'est d'écouter du gospel, du bon gospel, et faire ma petite prière. Et si, quand je peux, je lis la Bible avant de partir. Bon, c'est pas récurrent, j'en suis pas fière, mais ouais, c'est ce que je fais avant de sortir. Et quand mon programme me le permet, quand je me réveille pas trop tard, une mini séance avant de partir. Ah oui, j'ai vu que tu faisais de la gym, en fait. Oui, c'est des petits squats ou petits abdos avant de partir. Non, ton niveau en discipline pour aller à la gym est quand même phénoménal. Non, oui, mais... C'est pas tout le monde qui a ce rythme-là. Non, mais franchement, pour être honnête, des fois, je poste de manière régulière mes activités, mais des fois, je poste pas. Parce que bon, quand je rentre du travail ou de mes activités extra, je peux rentrer tard et le temps d'aller à la salle, les salles, elles ferment entre 22h et minuit en fonction de là où tu te situes. C'est le temps que tu rentres et que tu fasses vite ta séance, donc tu n'as pas le temps de placer tes trépieds et qu'on sort pour pouvoir te filmer, parce que je me filme seule à la salle. C'est du self-record? Oui, pour la plupart de certaines vidéos, c'est beaucoup, en tout cas, essentiellement quasi tous les vidéos sportives, c'est du self-record. Et il m'arrive de choper peut-être un membre de ma salle en disant « Ah, s'il te plaît, est-ce que tu peux me faire une petite prise là ?» Des fois, ça me gêne de déranger les gens, mais des fois, j'ai pour avoir plusieurs plans, parce qu'on dit toujours « Oui, il faut prendre là. » Sous différents angles. Donc bon, je dérange les gens, mais oui, généralement, c'est moi. Et donc, quand je rentre comme ça, tardivement, et que je dois aller à la salle, j'ai vraiment pas envie de me filmer, parce que bon, ton cerveau, il est déjà fatigué. Il faut maintenant réfléchir à comment placer les caméras et qu'on sort et tout ça. Et tu as 1 heure pour faire vite, parce qu'en général, c'est le temps que je rentre me changer, aller à la salle, c'est déjà 21h. Et donc, oui, c'est vrai que j'ai déjà ce rythme-là. Mais là, je te parlais du matin, dans mon rituel ou mes rituels du matin, c'est quand je peux, je fais 2-3 abdos ou quelques squats avant de partir, histoire de me dire que si le soir, je ne peux pas aller à la salle, au moins, j'ai fait ma petite séance le matin. Oui, très bien, oui. Avant de partir. Mais voilà un peu mes rituels du matin. Mais ce serait pas mal de t'avoir un peu comme coach durant une petite séance, peut-être avant le Guinness des records. Qui, toi-même? Non, toi. Coach? Oui, mais coacher qui? Non, mais tu peux coacher une trentaine de femmes. Oui, une trentaine de personnes. On va peut-être mettre ça après le Guinness, parce que je peux te promets que ça va aller très vite, ça va être intense, et j'aurai pas le temps même avec toute la bonne volonté, faut que je concentre mes énergies
Sur comment je vais tourner non-stop, tu vois. Comment je vais cuisiner non-stop. Ça va être quand même chaud. Hein. Non, ça va être dur. Et en termes de caméras, j'ai remarqué que les caméras doivent être toujours braquées, c'est ça? Quelles sont les règles, en fait? Oui, les règles, c'est qu'au moins que la personne qui cuisine, peu importe comment l'équipe qui va gérer la captation, elle gère, il faut qu'il y ait du contenu constamment sur la personne qui cuisine. Oui. Les caméras ne doivent pas s'éteindre? En tout cas, non. Oh là. Non. En tout cas, sur la personne qui cuisine, faut qu'on la voit Il faut constamment en environ activité. combien de caméras? Là, tu m'en demandes trop, là. Hein. Ok. D'accord. Franchement, là, c'est de la technique. très Je dirais même, technique. je dirais même que c'est plus ton domaine, toi. Ok. Moi, je pensais que le Guinness des il y a records avait en fait Non, c'est instauré toi. le nombre de caméras, etc. Non. Après, c'est toi. Si tu veux être très, très sécuritaire. Alors, je sais que Zena, par exemple, le nombre de caméras qu'elle a utilisé la première fois, comparé au nombre qu'elle a déployé à sa seconde tentative, ça n'a rien à voir. C'est complètement différent. Donc, tout dépend de comment toi, tu gères. Maintenant, ça sera mon équipe de captation qui va gérer ça, captation communication qui va gérer ça. Si on court, je pense qu'on sera au moins à minima, ou du moins à minima au moins de caméras, mais ça sera plus. De ce qu'on me dit, je sais que ça sera plus. Mais là, je vais pas rentrer dans la technique parce que c'est pas du tout mon domaine. À part la règle des 3 casseroles qui doivent être sur le feu au même moment, y a-t-il d'autres règles aussi durant le record? S'il y a d'autres règles, là, tu me poses une colle. Celles qui vont revenir tout de suite, il y a certains types d'ustensiles de cuisine spécifiques à utiliser, Okay. d'autres à ne pas utiliser. Tu peux pas utiliser des ustensiles type grande restauration, c'est-à-dire le grill ou je sais pas, un barbecue XXL, t'as pas le droit. T'as vraiment un certain type. En fonction de là où tu fais ton Guinness et comment ta cuisine elle est construite, le gaz est un peu déconseillé. Ah oui. Donc, du coup, il faut que ta structure accueille ça. Donc, c'est des mesures de protection. C'est ça, exactement. C'est sécurisé. Il y a des mesures de protection qui sont vraiment ils sont rigides par rapport à ça. À part le gaz, qu'est-ce qu'on peut utiliser du coup? Tu peux avoir des plaques induction, des plaques électriques. D'accord, ok. Donc, oui, tu peux utiliser ça. Donc oui, du coup, tout va dépendre de comment ta cuisine elle est construite, ton lieu, du coup, la faisabilité en fait tout simplement de ton lieu d'événement. Voilà. Est-ce que souvent les participants ne sont pas déconcentrés par l'animation qu'il y a devant eux? Je me suis toujours posé la question en fait. Si, parce que c'est quand même tu fais quelque chose de fort, de grand, et le fait de rallier ne serait-ce que 10 personnes autour de toi, c'est beaucoup. Donc, naturellement, t'es pris par l'émotion. Donc, c'est sûr que tu vas être distrait. Et c'est là où c'est important d'avoir peut-être quelqu'un, un bras droit, une bras droite, non, je rigole, avec toi pour te rappeler un peu à l'ordre si tu déclines de ta mission, de tes fourneaux, on va dire. Combien de personnes sont autorisées dans la salle, à part toi? Alors, normalement, il y a les témoins. Donc, les témoins, c'est ceux qui vont recueillir mes temps de pause, le nombre de plats qui a été servi, ce que je suis en train de cuisiner. Il y a ces personnes-là qui sont autorisées à être là non-stop. Donc, ça peut aller minimum au moins 2 personnes. Donc, déjà, on est 3. Et une assistante qui va juste, elle, s'occuper de me ramener les matières premières. Tout ce qui sera préparé en amont en termes de matières premières à utiliser pour la cuisson des plats. Cette personne, elle sera là aussi. Donc on va dire déjà... Ils pas en réalité, en fait. Eux, l'idée, ça sera de faire une rotation. Ça peut pas être la même personne. Surtout si on est sur du 15 jours, faut que ça tourne. Donc, eux, ils ont beaucoup plus de chance que moi. Ils vont pouvoir dormir. Après, il y a souvent les logements qui sont juste à côté, en fait, c'est ça? Pour pouvoir se changer, etc. Oui, après, encore une fois, c'est comment tu organises ton événement. Je peux bien décider à ce que, qu'on me construise, je sais pas, une pseudo-tente, mais bien équipée où je puisse vraiment bien reposer mon dos ou ma tête quand j'ai mes pauses, pour éviter de faire des allers-retours qui vont m'épuiser mes temps de repos. Donc, tout dépend de ton organisation. Si tu
Quelqu'un qui le fait, qui prend un appartement à une demi-heure de son lieu d'événement, c'est sûr que déjà, tu perds 1 heure aller-retour. Il te reste, si tu prends 2 heures, il te reste 1 heure. Donc, tout ça, c'est de la stratégie. Est-ce que ça permet de prendre des choses peut-être des sortes de prothèses qui vont t'aider, comme des exosquelettes, par exemple, qui existent aujourd'hui, etc. Moi, je sais que je vais prendre des semelles. Parce que quand je reste longtemps debout, je peux avoir tendance à avoir très vite mal. Et tout. Ça, c'est dû à des séquelles qui sont restées un peu. Mais je sais que je me mettrai des semelles dans la chaussure que je vais porter ou peut-être juste des chaussettes confortables pour pouvoir. Mais bon, non, il me faudra des chaussures et des surchaussures. Ça, c'est des termes en cuisine. Et tout. Et donc oui. Mais les exosquelettes, c'est un peu trop quand même. Oui, non. Après, bon, si tu es quelqu'un qui a mal au dos, tu peux mettre une ceinture rénale. Oui, c'est ça. De dos, de support. Sciatique, oui. Ouais, voilà, et tout. Et puis voilà, ça c'est pas interdit. Tant que tu te dopes. Alors, je vais peut-être être extrême, tant que tu te dopes pas, parce que finalement, te doper pour faire ça, il n'y a plus de challenge, entre guillemets. Donc, le minimum, c'est d'assurer toi-même ta sécurité aussi avant de faire le Guinness. C'est une question de santé, d'être dans les bonnes conditions pour faire ton Guinness. Est-ce qu'il y a une batterie d'examens qu'il faut envoyer aussi au comité du Guinness World Record avant de participer et tout ça? Ça va. Non. En tout cas, non, on n'en a pas eu. Ils ne nous ont pas demandé de batterie d'examen. Maintenant, toutes les normes de sécurité qui ont été mises en place, la manière dont ça a été fait, tout ça c'est analysé après. D'où une bonne organisation, une bonne équipe. Alors, chef Akpené, quel est le message que tu as adressé aujourd'hui à tes fans, à tes abonnés et à la population togolaise aussi qui viendra et aux autres nationalités qui seront aussi dans le pays, tu sais? Vas-y. Alors déjà en amont, j'aimerais remercier tous ceux qui m'envoient des mots d'encouragement depuis qu'ils ont appris ma participation en ligne. Merci pour le soutien, ça fait plaisir. Et j'aimerais juste dire de continuer comme ça et sortez nombreux le 18 décembre pour me soutenir, pour se soutenir, parce que c'est pas que pour moi, c'est aussi pour vous. Donc venez nombreux, venez passer un moment, on peut dire historique. Ensemble, venez, sortez nombreux. Et je demande aussi s'il y a des partenaires qui me regardent. Moi, j'ai besoin de vous. Ce marathon ne peut pas être fait sans support ou aide de partenaires, de sponsors. Donc, voilà, si vous tombez sur ce podcast-là et que ma vision de ce Guinness-là vous intéresse, avec plaisir. Merci, Akpené. De rien. Ce fut formidable. J'ai été ravi d'avoir fait ce podcast avec toi. Et j'espère que tu reviendras après la victoire, après le record, après le challenge. C'est sûr. Et on est ensemble. On est ensemble. À bientôt tout le monde. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez apprécié ce podcast, vous avez apprécié cet enregistrement. N'hésitez pas à vous abonner à la page de Chef Akpené, à toutes ces pages. Nous les mettrons juste en commentaire. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà participé à des Guinness World Records ou si vous avez juste été un supporter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et laisser un gros pouce bleu. Merci. Merci.